Quelques mots d'introduction sur la stratégie nationale pour l'IA. Donc, la stratégie nationale, c'est les suites du rapport Villani, c'est-à-dire en gros une mobilisation nationale comme d'autres nations technologiquement avancées, avec 4 secteurs prioritaires, dont celui qui vous intéresse, la défense et la sécurité, qui s'intègrent avec un plan coordonné européen qui a été bâti en 2018 et révisé il y a quelques mois en avril dernier, et puis si je puis dire, qui s'insère dans les mécanismes d'investissement. Donc les mécanismes d'investissement européens, les programmes Horizon Europe pour la recherche et Digital Europe pour l'économie numérique, on va dire pour faire simple. Donc il y a des poches de financement compétitifs qui sont ouvertes aux acteurs du secteur en collaboration, etc., etc. Et puis bien évidemment dans les poches d'investissement de l'État, là le sujet c'est le programme d'investissement d'avenir et on est actuellement en train de négocier la nouvelle génération. Il y aura une stratégie d'accélération dédiée à l'IA, mais il y a aussi des stratégies d'accélération connexes dans lesquelles il peut y avoir de l'IA. Il y en a une sur la cybersécurité, ça a été mentionné dans l'intervention de Charles Bouveron, c'est important dans les interactions avec l'IA. Il y en aura une sur les villes durables et les bâtiments innovants, mais qui peuvent avoir des fonctions de sécurité. Une sur les réseaux de communication et la 5G, et puis une sur le cloud. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'innovation structurelle, c'est-à-dire les financements habituels de l'écosystème numérique. Et là aussi, il peut y avoir des fonds sur des projets de sécurité qu'il est important de pouvoir traiter. Donc, il y a des fonds à la fois de financement des entreprises, ce qu'on appelle les fonds deep tech. Donc, en gros, ça, c'est du capital. On essaie de financer les pôles de compétitivité. Et il y a des pôles de compétitivité qui s'intéressent à la sécurité. On peut penser à un de vos voisins, Safe Cluster à Aix. Il y a des challenges de données entre des gens qui ont des données mais qui savent pas trop comment les valoriser et puis des gens qui savent les traiter. Il y a des concours d'innovation et donc il faut se saisir de tous ces outils. Et vous voyez que avec les stratégies d'accélération, on est bien sur ce que, par exemple, le World Economic Forum ou l'Office européen des brevets, puisque j'ai tiré cette planche de leur dossier, appelle les technologies socles de la 4e révolution industrielle, dont l'IA fait partie, mais pas seulement. Il y a aussi la question du management de données, des interfaces utilisateurs, de la sécurité des données, etc., etc. Évidemment que la sécurité est un des éléments d'application majeure des technologies de la science des données et de l'IA, puisque ça a été rappelé, y compris dans l'image, dans le traitement de l'image, on fait de la segmentation pour voir des objets qui ne devraient pas y être, qui y sont, etc. Donc ça, c'est un cas typique de data science. On fait de la prédiction de variables, mais attention à ne pas pousser le mot prédictif à un sens qu'il n'a pas. Souvent, on a beaucoup exagéré il y a 2-3 ans sur le côté prédictif, on parlait de justice prédictive. Enfin, ce sont là des phénomènes extrêmement complexes, des chaînes de décision qui sont absolument pas aujourd'hui traitables de manière sérieuse par les IA. Donc, l'IA aujourd'hui sert à analyser des données, elle sert à améliorer ou à faire des recommandations, mais certainement pas à se substituer à des mécanismes de décision complexes. Et ça, il faut bien le redire aujourd'hui. Le mot prédictif doit être utilisé aux sciences de la statistique. On a un modèle, on a des entrées et on sort des sorties, mais c'est absolument pas un modèle, je dirais, intégré de chaîne de décision humaine. Donc là, il faut faire attention. Et là, je pense que les exagérations ont créé beaucoup de dommages, y compris chez les autorités politiques et qui ont pris peur et dans la population. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment ramener l'église au milieu du village, si je puis dire. Ensuite, il y a évidemment dans la data science des tâches classiques de détection d'anomalies ou d'événements à risque ou de fraude. Et là, on voit évidemment que ce sont des cas d'usage majeurs en sécurité. Et puis enfin, il y a évidemment l'aide à la modélisation. Donc voilà. Donc ça, donc la stratégie d'accélération travaille sur ces questions avec toute l'échelle depuis la recherche fondamentale jusqu'à la diffusion sur le marché. On aura des choix. Il faut faire des choix. Donc on va beaucoup travailler sur l'embarqué et l'edge, la périphérie. Et donc là, on voit que ça peut s'appliquer à pas mal de choses de sécurité, puisque au plus près du terrain, dans des réseaux distribués. Évidemment que aujourd'hui, l'IA est majoritairement déployée sur des systèmes de recommandation business to consumer, si on peut dire en mauvais français. Donc c'est une chose, et les erreurs ne portent pas forcément à conséquence. C'est beaucoup plus difficile d'implanter ces technologies dans des systèmes critiques. Et là, effectivement, il y a des programmes de recherche énormes. Et pourtant, c'est notre base industrielle. Donc là, il y a vraiment des enjeux majeurs pour les prochaines années. Il faut former une nouvelle génération à ces technologies et même d'ailleurs
reformer les gens qui sont aujourd'hui dans la vie active. Donc ça, ce sont des enjeux majeurs. Et moi, je me réjouis, on en a parlé récemment avec Charles Bouveron, que les instituts 3IA participent à cet élargissement de l'appareil de formation. Et enfin, il faut trouver des cas d'usage de déploiement. On le voit aujourd'hui, pardon, je vais passer un peu vite, mais il y a beaucoup de signaux qui peuvent être traités par les IA. Pardon, excusez-moi. Il y a évidemment l'image, et c'est majeur pour la vidéoprotection. Mais différents signaux aussi, des signaux acoustiques, des signaux de pression, il y a différents types de capteurs qui peuvent être traités. Évidemment, le traitement de l'image, mais aussi le langage, et enfin, plein de données en grande dimension, et on voit que la robotique aussi commence à être aujourd'hui beaucoup plus mobile, etc., etc. Donc, ce qui est important de montrer, c'est qu'il y a aujourd'hui des centres de recherche majeurs en France, qui peuvent aussi travailler avec des acteurs de la sécurité. Il y a au moins 7 centres interdisciplinaires d'excellence en France, sans compter les 3 réseaux que sont le CNRS, INRIA et le CEA. Et évidemment, il faut aussi marier davantage la recherche publique et la recherche privée et les entreprises. Donc ça, c'est aussi sur la feuille de route de tous les acteurs, et l'État insiste beaucoup là-dessus. Et il y aura enfin des réseaux d'innovation, et donc dans votre région, par exemple, Move Digital sera aussi le pôle innovation numérique de la région PACA. On peut se féliciter aujourd'hui qu'en France, on ait un écosystème de nouveaux acteurs, de start-up extrêmement dynamiques. Donc ça, c'est le mapping que réalise chaque année France Digital. C'est celui de l'an dernier. Le prochain va être rendu public le 8 novembre à l'occasion de la Paris AI Week. Mais vous voyez que dans le domaine de la sécurité, de la fraude, par exemple, on a un écosystème extrêmement fourni, mais aussi dans le domaine, dans différents types de domaines, transport ou autres. Alors, ce dont il faut être conscient, c'est qu'aujourd'hui, ces technologies, elles ne sont pas parfaites. Elles ont des limites, notamment qui sont liées à leur nature parfois statistique. Et donc, il faut faire très attention, y compris en termes de sécurité, et c'est pour ça qu'on va avoir un débat sur la régulation. Les modèles d'abord, en tout cas ce qu'on appelle l'apprentissage machine aujourd'hui, ce sont des modèles principalement de nature statistique. Et donc, ils ont des inconvénients. Ils permettent aujourd'hui de traiter des choses qu'on ne savait pas faire avant, l'image par exemple. Mais par contre, parfois, ils sont pas robustes. Ils manquent d'explicabilité. Et là, on voit bien qu'ils peuvent faire des erreurs flagrantes, soit des faux positifs, soit des faux négatifs, qui sont des concepts, évidemment, qui peuvent avoir des conséquences directes sur les personnes, parce que si une personne est interpellée ou surveillée à tort, c'est un problème démocratique. Et à l'inverse, si on rate quelqu'un qui est dangereux, c'est aussi un problème d'efficacité. Et donc, ces modèles ont des limites. Par ailleurs, la qualité des données est importante, puisqu'ils tirent leur force depuis les données. Et donc, il faut développer désormais aussi des stratégies de gouvernance de la donnée. Et on voit que dans les administrations publiques, mais aussi dans les organisations privées, on est encore loin du compte en termes de qualité de gestion de la donnée, en termes de définition de modèles de données, de métadonnées. Et parfois, simplement, on gaspille, on perd des choses. Et après, il y a aussi le cadre juridique qui n'a peut-être pas suffisamment évolué. Les lois informatique et liberté sont essentiellement héritées d'il y a une vingtaine d'années, lorsqu'on était sur des bases de données relationnelles. Aujourd'hui, on est dans de nouvelles technologies et il faut aussi que les régulateurs les comprennent davantage. Donc, c'est un débat à avoir aussi avec eux. Et enfin, il y a la question des usages. Il est hors de question que les machines deviennent autonomes complètement, surtout dans les matières à risque comme la sécurité ou l'espace public. Il faut qu'elles soient toujours au service de l'humain et il faut que les agents publics ou privés de sécurité ne se cachent pas non plus derrière les machines. Il faut qu'ils assument les conséquences des recommandations que la machine leur propose. Et il faut qu'ils connaissent les limites de ces modèles et il faut qu'ils soient capables de questionner ces modèles lorsqu'ils font des erreurs. Et ça, c'était vraiment un enjeu majeur pour les prochaines années, un enjeu de formation et un enjeu aussi de courage, parfois, d'aller contre la machine lorsqu'elle se trompe. Et ça, c'est vraiment pas facile du tout à faire, mais c'est pour ça qu'il va falloir avoir des politiques assez, je dirais, de maîtrise de la technologie avec plus d'équipes interdisciplinaires, pas que des juristes, pas que des policiers ou des gendarmes ou des agents de sécurité, mais des gens qui travaillent en équipe avec des techniciens et des experts de la donnée et de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, la protection de la vie privée est devenue un sujet technologique majeur. L'IA peut apporter beaucoup de choses en termes de fouilles et d'analyse de données, mais il faut aussi être conscient qu'on peut réinterpréter ou réidentifier assez facilement lorsqu'on garde beaucoup de données. Et donc là aussi, il faut faire une montée en compétences sur ces sujets. Et là aussi, c'est un axe que je pense on peut poursuivre en termes stratégiques.
Et on voit que les systèmes d'IA ont des vulnérabilités de cybersécurité non seulement générales, comme tout logiciel, intrusion, fuite de données, etc. Mais il y a aussi des vulnérabilités particulières. Les données peuvent être empoisonnées, ce qui peut altérer les modèles et leur efficacité, parfois même à l'insu des développeurs, parce que c'est très difficilement décelable à l'œil nu humain. Par ailleurs, quand bien même on aurait des données de grande qualité, on peut aussi développer, si on connaît suffisamment le modèle, ce qu'on appelle des exemples adversariaux qui vont tromper le modèle. Ça, c'est vraiment un problème. C'est très technique, mais c'est vraiment majeur parce que si vous avez des leurres qui marchent, eh bien, vous allez avoir des modèles qui vont être fragiles. Et puis enfin, même quand tout est parfait en termes de collecte et de développement, eh bien, à force brute, avec du calcul intensif, on peut parfois retrouver les sources de données et ensuite en fragiliser un petit peu les modèles pour les attaquer. Donc voilà, tous ces sujets doivent être mis en œuvre et développés. Peut-être pour rappeler, donc récemment, il y a eu un rapport extrêmement intéressant du député Jean-Michel Miss, donc qui a rendu au ministre de l'Intérieur et au Premier ministre un rapport, et donc qui appelle à aujourd'hui avoir l'audace d'expérimenter davantage ces technologies en matière de sécurité intérieure, pour protéger notre souveraineté, mais aussi pour donner plus d'efficacité aux agents de sécurité publics et privés. Et donc, il appelle, par exemple, à de l'expérimentation de détection d'anomalies en vidéoprotection dans les espaces publics. Il appelle à des expérimentations. Il faut qu'on regarde, il faut qu'on, pas forcément, avant de passer à l'échelle, il faut d'abord avoir des exemples, des tests. Parfois, elles sont déployées par certaines polices municipales et les organismes privés, mais on pourrait peut-être aller plus loin aujourd'hui. Par ailleurs, il faut se donner les moyens d'avoir une politique de constitution de jeux d'apprentissage, une politique de la donnée. Là aussi, pour développer des systèmes plus robustes. Parce qu'évidemment, après, c'est une histoire de cycle. Si on a des modèles peu robustes parce qu'on n'a pas de données, du coup, ils vont entraîner des questions de vulnérabilité et donc des questions sur les libertés publiques, et du coup, on ne pourra pas les utiliser. Donc, c'est aussi un cercle vertueux qui doit être enclenché. Et sans doute que les grands événements qui vont venir, la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques sont un des moyens de concilier plusieurs choses. D'une part, une vitrine pour l'économie française, et je rappelle que le secteur de la sécurité, c'est 130 000 emplois. J'appartiens désormais à la Direction générale des entreprises, donc c'est un sujet majeur, hein, 130 000 emplois en France, 30 milliards de chiffre d'affaires dont la moitié à l'export. Et en même temps, ce sont des sujets pour les Français sur la voie publique. On peut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, je dirais ce qu'on peut faire. Et enfin, peut-être quelques mots. Il me reste, je crois, 2 minutes dans le temps imparti. Rappelez qu'il y a actuellement en discussion un projet de règlement européen sur les IA à haut risque. Donc, ce sera la première réglementation vraiment horizontale sur le sujet, au monde d'ailleurs, donc c'est très ambitieux. Elle propose 4 niveaux de risque, certains qui sont totalement inacceptables, notamment le contrôle social et la notation sociale de type chinois pour faire court. Mais il est vrai aussi que par défaut, cela concerne la biométrie faciale dans les espaces publics, mais avec une exception assez large et assez acceptable, me semble-t-il, pour les forces de sécurité pour l'exercice de leur mission. Ensuite, il y a les usages à haut risque. Et là, on voit que pour ces usages à haut risque, eh bien, vous êtes concerné à plusieurs titres dans les domaines de la sécurité, à la fois sur l'identification biométrique, à la fois sur le management des réseaux et infrastructures critiques, à la fois sur l'accès aux services publics, à la fois sur les systèmes d'IA utilisés par les forces de police, par le contrôle frontière et aussi par les procédures judiciaires. Donc, effectivement, cette réglementation va imposer des exigences de qualité de données, de traçabilité de documentation extrêmement forte à l'attention des fournisseurs et des utilisateurs. Chaque utilisateur devra recevoir une information intelligible, c'est-à-dire qu'il comprend, et l'information n'est pas la même selon qu'elle est donnée à un ingénieur ou un agent, donc il va falloir faire aussi des efforts là-dessus. Il y aura des obligations de supervision humaine, y compris postérieurement à la mise en œuvre ou à la mise sur le marché. Et enfin, une traçabilité avec des alertes. Et donc, il va falloir effectivement s'approprier cette réglementation. Elle est en cours de débat, donc il faut que les gens réagissent. Le secteur peut faire des critiques, elle n'est pas encore discutée au Parlement, des amendements sont possibles. Elle est d'ailleurs actuellement devant le Conseil des États. Mais effectivement, il va falloir développer des schémas de maîtrise des risques et qui seront assez engageants. Donc là, je passe un peu rapidement parce que c'est technique, mais on peut en reparler. Et évidemment,
ce qui est intéressant, c'est que la Commission européenne, depuis maintenant une dizaine d'années, a pris l'habitude d'avoir des lois, je dirais, ou des règlements de haut niveau et de faire confiance en partie à la normalisation. Et j'entendais tout à l'heure ce terme prononcé. Et donc, je pense qu'il est important que le secteur élabore des normes qui lui sont propres et qui seront adaptées à ces méthodes de travail. Et donc, là aussi, il faut avoir une position proactive dans les schémas et dans les systèmes et dans les enceintes de normalisation. Voilà ce que je voulais dire. C'est déjà beaucoup. Et puis, rappeler que l'IA, encore une fois, c'est une technologie et qu'il faut choisir pour chaque cas d'usage ce que l'on délègue à la machine et ce qui doit rester automatiquement du ressort humain. Et en matière de sécurité, à mon avis, pour l'instant, on ne peut pas déléguer grand-chose aux machines. L'humain est primordial et doit rester dans la boucle à toutes les étapes.